Bonjour à tous, bienvenue à l'Alcazar. Donc, nous recevons aujourd'hui Karine Madrigal, égyptologue, chargée de l'inventaire et de l'étude du fonds Champollion, conservé aux archives départementales de l'Isère. À l'occasion du centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, autour duquel le département des fonds rares et précieux propose une exposition dans l'allée centrale de l'Alcazar, jusqu'au 30 avril, et à l'occasion également du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. Donc, Karine Madrigal est venue il y a 10 jours pour nous parler de la réception de l'Égypte antique en Occident au XIXe siècle. Aujourd'hui, nous la retrouvons autour du sujet Champollion et l'aventure du déchiffrement des hiéroglyphes. Si la campagne d'Égypte de Bonaparte a été un échec militaire, elle a toutefois permis la découverte de la fameuse pierre de Rosette. La conférence se propose de revenir sur la découverte de l'objet et les différentes tentatives pour déchiffrer la pierre en mettant à l'honneur le rôle des frères Champollion dans cette grande aventure. Donc, Karine Madrigal est chercheuse associée au laboratoire ISOMA de Lyon, Histoire et sources des mondes antiques. Elle enseigne la civilisation égyptienne et l'épigraphie à l'université Inter-Âge du Dauphiné et est l'autrice du livre Jean-François et Jacques-Joseph Champollion-Figeac, l'aventure du déchiffrement des hiéroglyphes. Je vous souhaite une très bonne conférence. Qui est présent. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes venus en masse. Oui, il y a 10 jours, il y avait les grèves. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors oui, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de mon sujet de recherche. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas en parler pendant 3 ou 4 heures. Je sais m'arrêter aussi. Donc je vais vous parler de Champollion, de la pierre de Rosette et bien évidemment le sujet brûlant qui est le déchiffrement des hiéroglyphes. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été fait avant Champollion. Je vais casser quelques mythes, excusez-moi. Je vais en tisser d'autres et je vais essayer de vous expliquer de façon assez simple quel a été ce déroulement du déchiffrement qu'a fait Champollion, qu'a compris Champollion pour décoder le système des hiéroglyphes égyptiens. Alors, comme on vient de vous le dire il y a un instant, en 1799, lors de la campagne d'Égypte de Bonaparte, eh bien, les savants vont découvrir un objet assez exceptionnel. Et cet objet, eh bien, il va révolutionner le monde savant. Les savants ont peut-être été un peu visionnaires, puisque dans le courrier d'Égypte du 15 septembre 1799, voici ce qui est noté. Cette pierre offre un grand intérêt pour l'étude des caractères hiéroglyphiques. Peut-être en donnera-t-elle la clé. Bon, ils avaient visé juste, puisque la pierre de Rosette n'est pas l'élément du déchiffrement, mais sera un des éléments du déchiffrement, comme je vous le montrerai dans un instant. Quand cet objet a été gravé au cours de l'Antiquité, personne ne se doutait qu'il serait, en fait, qu'il aurait cette importance, qu'il permettrait de craquer, comme disent les Anglais, de craquer le code des hiéroglyphes égyptiens et d'ouvrir au monde occidental moderne tout un pan, toute une civilisation et des connaissances que nous ne soupçonnions pas. Je vais réussir à conjuguer correctement. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir sur cette pierre de Rosette, vous expliquer ce que c'est, pourquoi elle est importante, comment elle a été découverte. Ensuite, nous ferons un petit tour d'horizon sur les recherches qui ont été menées sur ce monument, mais également sur les hiéroglyphes égyptiens, donc avant Champollion, pour vous montrer qu'il n'est pas parti de rien. Il y a quand même des éléments qui avaient été mis en évidence avant. Et puis, bien sûr, je terminerai en cédant une bonne part au Champollion. Vous verrez que je ne parle jamais de Champollion singulier, mais toujours des Champollion, des 2 frères égyptiens, et vous comprendrez aisément pourquoi. Donc je terminerai en vous montrant le rôle des 2 frères dans cette aventure et dans la naissance de l'égyptologie. Ça vous va comme plan? Oui. Ouf. Parce que si ça vous va pas, là, je suis un peu dans la mouise. Alors, cette pierre de Rosette, donc je vous l'ai mise en face de vous. Alors, ce qu'on appelle pierre de Rosette, vous voyez que c'est un objet qui est fragmentaire. Vous remarquez
Alors, je ne sais plus, est-ce qu'on voit la flèche? Ouais. Vous voyez, il y a une grosse cassure en haut, sur le côté, en bas. Donc, déjà, il faut voir que c'est un objet fragmentaire. Je vais vous donner ses dimensions pour vous donner une idée. Donc, elle fait 110 cm de haut, 75 cm de large et pas tout à fait 30 cm d'épaisseur. C'est un objet qui pèse 700 kg, donc on ne l'embarque pas comme ça. Et comme vous le voyez, donc c'est un objet fragmentaire. Et au moment où elle a été découverte, donc sur le site de Rosette, les savants ont essayé de regarder un petit peu à côté, de faire des fouilles pour voir s'ils trouvaient les autres morceaux. Et on n'a jamais retrouvé, et même à l'heure actuelle, ils sont certainement perdus pour l'histoire et pour la science, on n'a jamais retrouvé les autres fragments de la pierre de Rosette. Le seul fragment que nous ayons, c'est celui-ci. Cet objet donc, porte 3 inscriptions. Tout en haut, et malheureusement c'est le texte qui est le plus fragmentaire, donc vous avez des hiéroglyphes égyptiens. Au centre, vous avez ce qu'on appelle l'écriture démotique. Donc le texte démotique, la partie du milieu est celle qui est la mieux préservée, puisqu'il manque juste un tout petit bout sur la droite. Et puis la dernière partie, donc le texte est en grec ancien. Un seul objet, 3 écritures qui vont être le reflet de 2 langues égyptiennes. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'une pierre trilingue. Si on veut être juste, c'est une pierre bilingue. Certes, il y a 3 écritures, mais elles ne sont le reflet que de 2 langues. L'égyptien ancien, vous avez 2 écritures, la hiéroglyphique et le démotique, pour retranscrire la même langue, l'égyptien ancien, et le texte grec qui retranscrit la langue grecque. Je vous expliquerai pourquoi il y a ces 3 écritures. Et en fait, c'est un seul et même texte qui est en 3 écritures différentes. C'était tout l'intérêt de l'objet. Alors, je ne vous fais pas un cours sur les hiéroglyphes et sur les écritures égyptiennes, parce que ça, c'est une conférence à part entière, mais quand même pour que vous compreniez. En fait, les Égyptiens anciens, et on le sait aujourd'hui quasiment depuis le début de la civilisation et depuis l'apparition de l'écriture, c'est-à-dire aux alentours de 3200-3100 avant Jésus-Christ, les Égyptiens utilisaient 2 écritures. Vous avez l'écriture figurative, donc qui est la hiéroglyphique, c'est-à-dire que vous reconnaissez, notamment pour les oiseaux, des poussins de caille, des chouettes, des vautours, etc. Alors, hiéroglyphique, ce n'est pas le mot que les Égyptiens utilisaient. Les Égyptiens l'appelaient, je vais vous faire de l'égyptien, Medunetcher, qui veut dire parole sacrée. Hieros, ça veut dire sacré, mais en grec. Et en fait, cette écriture, comme son nom l'indique, est sacrée, et elle n'est utilisée que dans un cadre particulier, c'est-à-dire pour rédiger les textes religieux, royaux et funéraires, donc les textes sacrés. Le reste du temps, les Égyptiens, pour le domaine profane, alors qu'est-ce que j'appelle le domaine profane? L'administration, la comptabilité, même pour rédiger des poèmes et de la littérature, les Égyptiens vont utiliser une écriture plus simplifiée, cursive, que nous allons appeler le hiératique. Ce sont des hiéroglyphes, mais simplifiés, ça prend moins de temps à faire. Et cette écriture hiératique, avec le temps, va évoluer vers ce qu'on a appelé l'écriture démotique. Démos, c'est le peuple, donc c'est l'écriture qui est utilisée par le peuple. Et à l'époque où la pierre de Rosette est rédigée, donc le texte, la partie cursive, c'est du démotique. Donc 2 écritures, mais une seule et même langue. Pour vous donner un ordre de grandeur, les lettrés en Égypte antique, il y avait peut-être 2 ou 3% de la population qui savait lire et écrire. Et parmi cette population de lettrés, vous n'en avez qu'une infime partie qui maîtrise la hiéroglyphique. D'accord ? Oui, nous, quand on fait nos études, on apprend d'abord l'écriture hiéroglyphique, et après, si on pousse, on apprend la cursive, donc le hiératique et le démotique. Les petits scribes en herbe, eux, faisaient l'inverse. Ils apprenaient d'abord la cursive. Bah oui, ils allaient travailler dans l'administration, etc. Et s'ils faisaient Bac+5, Bac+6, eh bien, ils apprenaient la hiéroglyphique. Donc, en fait, l'écriture qui était la plus utilisée, c'était la cursive. Et ensuite, et donc c'était la majorité des scribes qui maîtrisaient celle-ci. Et puis vraiment pour une sphère très, très privilégiée,
il y avait la hiéroglyphique. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors, cette pierre de Rosette, elle est fragmentaire, mais nous connaissons d'autres stèles de ce type-là qui, elles, sont quasiment complètes, qui ne portent pas le même texte. La pierre de Rosette porte un décret, mais ce n'est pas le même que celui que je vous montre. Celui de la pierre de Rosette, c'est ce qu'on appelle le décret de Memphis, mais c'est le même principe. Et grâce à d'autres stèles, et notamment à celle-ci qui est conservée au musée du Caire, qui porte le décret de Canope, qui est à peu près de la même époque. Le décret de Canope est un peu plus ancien que celui de la pierre de Rosette, mais bon, c'est à peu près la même époque. Donc grâce à cette stèle, on peut avoir une idée de l'allure qu'avait l'objet originel dont provient la pierre de Rosette. Et donc on s'est permis des restitutions. Donc au départ, la stèle devait ressembler à quelque chose en ce goût-là. Donc je vous ai dit, le texte hiéroglyphique, c'est celui qui, il en manque quasiment la moitié, il manque toute la partie supérieure. Et la stèle devait se terminer par un cintre avec un disque solaire ailé et toute une ribambelle, le pharaon certainement représenté, et toute une ribambelle de divinités égyptiennes. C'est à peu près la restitution qui est proposée à l'heure actuelle dans le milieu scientifique et au British Museum, c'est-à-dire le lieu où elle est conservée, exposée aujourd'hui. Alors, notre stèle de Rosette, enfin en tout cas le document qui est gravé sur cette stèle, donc date de l'époque de Ptolémée V. Les Ptolémées, vous les connaissez. Vous savez qu'à l'époque d'Alexandre le Grand, l'Égypte va faire partie de l'empire d'Alexandre le Grand, et à son décès, donc ces généraux, je simplifie, ces généraux se partagent les territoires, et donc le général Ptolémée hérite de l'Égypte. Vous connaissez la dernière des Ptolémées qui est Cléopâtre. Voilà. Donc c'est la période où ce sont les Grecs qui sont les maîtres en Égypte. Et donc cette stèle va être gravée à l'époque du roi Ptolémée V. Et le texte nous donne la date précise de ce décret de Memphis, qui est le 27 mars de l'an 196 avant notre ère. C'est indiqué sur le document que c'est la 9e année du règne de Ptolémée V. Et donc ce texte est avant tout présent pour rétablir le pouvoir du roi sur l'Égypte. Cette stèle, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque de l'Égypte pharaonique, c'est ce qu'on appelle des stèles de donation. Sauf que la plupart du temps, ces stèles étaient érigées sur ordre du pharaon. Et là, c'est un petit peu différent. Ce sont les prêtres qui vont mettre en place ces stèles pour en fait asseoir le pouvoir royal. En compensation, le roi accorde des exonérations fiscales aux prêtres. Bah oui. Il y a toujours des histoires de sous, bien évidemment. Donc, la stèle, elle a été retrouvée à Rosette, mais elle n'est pas originaire de ce site-là. Elle est originaire d'un temple qui était un peu plus dans les terres. Certains de mes collègues pensent que qu'elle provient peut-être du temple de Saïs, donc de la ville qui est ici dans le delta. Et puis, au moment où les temples vont être fermés, puisque à la mort de Cléopâtre, vous savez que l'Égypte devient protectorat romain, entre dans l'Empire romain, l'Égypte n'est plus indépendante. Et à un moment, l'empereur romain va décider que l'Empire romain doit être chrétien et que le culte païen sera interdit, et donc va demander la fermeture de tous les temples païens du territoire. Et donc les temples égyptiens vont être fermés. Le dernier, c'est le temple de Philae qui sera fermé. Et ce qui va être catastrophique, puisque le seul endroit où on maîtrisait l'écriture hiéroglyphique, c'était dans les temples, c'était les prêtres. Voilà. Donc du moment que vous fermez les temples, les prêtres ne forment pas de nouvelles générations, et en 1 ou 2 générations, le savoir se perd.
Donc on pense que cette stèle était présentée à l'entrée d'un temple du côté de Saïs, et probablement au moment où le temple a été fermé, comme beaucoup de temples, ils ont servi par la suite de carrière. Les pierres ont été récupérées pour servir de pierre de fondation, pour être remployées. Et on pense que c'est ce qui s'est passé, que la pierre de Rosette est partie, a peut-être été cassée à ce moment-là, et a servi donc de remploi pour les fondations du fort Julien, qui va se trouver du côté de Rosette, et donc du lieu où on va la trouver quelques siècles, quelques gros siècles plus tard. Ça, c'est juste pour la beauté des yeux. Jean-Claude Golvin, qui est un collègue architecte et qui a énormément travaillé en Égypte et qui fait des dessins, des restitutions. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil aux aquarelles de Jean-Claude Golvin, ce sont vraiment des merveilles. Et donc vous voyez ici les bras du Nil, du delta du Nil, vous voyez le Sphinx avec les pyramides, et donc le fort de Rosette est sur une de ses branches. Alors, ce décret de Memphis, ce texte qui est porté sur la pierre de Rosette, fragmentaire, il se trouve que plus tard, à l'époque moderne, d'autres exemplaires de ce décret de Memphis ont été retrouvés, notamment une version sur une des parois du temple de Philae. Et coup de chance, ces textes n'étaient pas fragmentaires, ce qui nous a permis de vérifier nos hypothèses sur les éléments manquants. On a du coup, aujourd'hui, on a le texte en entier du décret. Alors, cette pierre de Rosette va être employée dans les fondations et puis va dormir pendant un certain temps. Et puis, au printemps 1798, Bonaparte va décider l'expédition en Égypte. Simplement, pour vous resituer, il décide, c'est une expédition militaire, le but est de barrer la route des Indes aux Anglais. L'Égypte est un lieu stratégique, donc il décide de lancer une campagne militaire, mais il a une bonne idée, c'est de joindre au contingent militaire une équipe de savants, donc exactement 167 savants, qui vont être recrutés notamment dans les écoles, c'est surtout des ingénieurs des ponts et chaussées, des polytechniciens. Et donc tout ce beau monde va s'embarquer pour l'Égypte. Alors, je ne vous ai pas fait la liste des 167 savants, je vous ai épargné ça. Mais pour vous montrer, alors la majorité, ce sont des ingénieurs des ponts et chaussées, des polytechniciens, mais il y avait des géomètres, des minéralogistes, des dessinateurs aussi. Parmi ces savants, il y a Vivant Denon. Vivant Denon qui est très connu puisqu'il a été directeur du musée du Louvre. Et il se trouve que Vivant Denon, qui était un des plus anciens des savants, va rentrer avant le contingent militaire, avant les autres savants, et va publier un ouvrage avant la monumentale description de l'Égypte, ouvrage qui fera référence. Parmi les savants, et notamment un qui va être très proche des Champollion, Joseph Fourier. Et puis, je vous mets quelques noms comme Geoffroy Saint-Hilaire, Pierre-Amédée Jaubert, Jean-Baptiste Prosper Jollois, Edme Jomard. Donc, ces savants de Bonaparte qui vont côtoyer Jean-François Champollion et à qui notre jeune Champollion va donner quelques petits surnoms pas toujours très sympathiques. Parce qu'il avait un peu la dent dure. Donc, nos savants ont pour mission donc d'étudier l'Égypte, de mesurer les monuments, d'étudier la géographie de l'Égypte, parce qu'en fait, on ne connaissait pas du tout le pays, on ne pénétrait pas en Égypte, on restait dans le nord, aux alentours du Caire, mais on n'allait pas plus loin. L'Égypte est musulmane, il est très difficile d'y pénétrer, donc on n'a que des descriptions assez fantaisistes du pays. Donc les savants avaient aussi pour mission de cartographier et de donner quelque chose d'un peu plus scientifique. Les savants, alors il faut quand même imaginer
que le travail des savants, ils ont fait un travail remarquable, mais qui était quand même pas évident. Les savants suivaient, donc il y avait plusieurs détachements, suivaient les contingents militaires et ils prenaient les mesures des monuments au milieu des balles qui fusent. Je ne sais pas si vous imaginez. Et ils n'étaient pas maîtres de leur emploi du temps. C'est-à-dire que si le contingent militaire décidait de rester une semaine à un endroit, ils avaient une semaine pour étudier les monuments. Si le contingent militaire décidait qu'au bout d'un jour, il fallait partir, ils n'avaient qu'une journée pour étudier. Donc c'est aussi, ça il faut le prendre en compte, parce que ça explique pourquoi certaines parties, certains monuments sont beaucoup plus décrits, étudiés que d'autres. C'est lié au fait que l'emploi du temps n'était pas stable et qu'ils suivaient les militaires. En plus, arrivé en Égypte, quasiment tout de suite, un des bateaux avait été coulé. Et donc une bonne partie du matériel des savants avait coulé. Donc ils ont vraiment travaillé, ils ont fait un travail formidable, mais dans des conditions catastrophiques. Donc plusieurs batailles vont avoir lieu, donc entre Français, Anglais, etc. Voici un beau tableau de la fameuse bataille d'Aboukir. Et donc le site de Rosette, qui est ici, dans ce qu'on appelle la baie d'Aboukir, est un endroit stratégique. Et donc il est décidé, vous avez un fort militaire, donc le fort Julien ou fort Rachid, comme l'appellent les Égyptiens. Et donc dans ce fort militaire, les Français décident de s'installer et de faire quelques restaurations, sur les fondations, etc. Et c'est au moment donc de ces restaurations que le lieutenant Bouchard, donc qui est un militaire, mais qui en fait a une double casquette, parce que Bouchard au départ, il arrive en Égypte en tant que savant. C'est un polytechnicien. Et en Égypte, en fait, il aurait bien voulu avoir gardé la double casquette, mais bon, faut qu'il choisisse. Donc il choisit d'être plutôt dans le contingent militaire, mais il a des connaissances. Et donc le lieutenant Bouchard, lorsqu'il va trouver ce gros caillou, qu'ils vont le nettoyer et voir ses différentes écritures, ça va quand même les interpeller. Et bien sûr, Bouchard sait lire le grec ancien, donc il va lire le texte grec, et la dernière ligne du texte grec nous dit que ce décret sera recopié, sera porté sur la stèle en 3 écritures, en grec, en écriture du peuple, donc l'écriture démotique, et en écriture sacrée, donc la hiéroglyphique. Donc en lisant la dernière phrase de la pierre de Rosette, les militaires, les savants savent qu'ils ont affaire à un objet exceptionnel, qui est un objet bilingue, ou trilingue comme vous voulez, mais vous avez un même texte en 3 écritures différentes, et donc peut-être qu'en faisant les analogies entre les textes, ça permettra peut-être de trouver quelques indices pour les hiéroglyphes. Du coup, comme ils se rendent compte que c'est important, ils décident de dépêcher donc les informations au Caire. Bonaparte, quand il est arrivé au Caire, il a créé sur le modèle parisien, modèle français, l'Institut d'Égypte, qui est un peu la base de rassemblement des savants. Donc il envoie des informations Bouchard envoie l'information donc à l'Institut d'Égypte pour dire qu'un objet exceptionnel a été trouvé. Il est décidé d'envoyer cet objet donc à l'Institut, et à l'Institut, donc des copies vont être réalisées. Et en même temps que la création de l'Institut, Bonaparte avait fait mettre en place des journaux, la décade égyptienne et, ça y est, j'ai mangé l'autre, et la décade, et l'autre c'est le Courrier d'Égypte. Voilà, j'ai eu un trou de mémoire. Et donc, ces revues, ces journaux ont pour mission de raconter, de se faire l'écho des découvertes des savants. Et d'ailleurs, ces infos étaient reprises par les journaux français. N'oubliez pas que l'expédition d'Égypte, militairement, c'est une catastrophe. Les Français vont de déculotté en déculotté. Et donc, il était important de mettre en avant les travaux des scientifiques, qui, eux, étaient vraiment exceptionnels, pour un peu camoufler le désastre militaire. Et aujourd'hui, si vous faites un sondage dans la rue, vous dites aux gens, qu'est-ce que vous avez retenu de l'expédition d'Égypte de Bonaparte ?
bonne ou mauvaise expérience, eh bien on va vous dire bonne expérience, parce qu'on a tous gardé dans notre inconscient collectif les travaux des savants et on a un peu occulté la catastrophe militaire. C'était ce que voulait Bonaparte. Et donc, dans les journaux, eh bien, passent les informations, donc, comme quoi un objet a été découvert au fort Rachid. Et bien évidemment, ces journaux sont lus par les Français, mais également par les Anglais. Donc les Anglais sont parfaitement au courant, bah oui, sont parfaitement au courant que la pierre de Rosette a été trouvée. Alors aujourd'hui, sur le site du Fort Julien, vous avez un fac-similé de la pierre de Rosette pour vous dire qu'elle a été découverte là. Voilà. Ici, je vous montre une vue de l'Institut d'Égypte avec Bonaparte. Voilà, je vérifie, mais je ne vois rien qui est là. Voilà. Le courrier d'Égypte, donc voilà les informations qui passent. Et donc, arrivé à l'Institut, donc on décide de faire des copies de ces textes de la pierre de Rosette. Première idée, une copie manuelle. Le problème, c'est que comme on ne maîtrise ni l'ahiéroglyphique ni le démotique, la copie risque d'être un peu aléatoire, pas très exacte. Donc on se dit que c'est pas possible. Pour que les savants puissent travailler dessus, c'est pas une bonne idée. Donc on décide de procéder, de prendre d'autres techniques, et on décide notamment donc c'est Michel-Ange Lancret qui va emmener la pierre à l'Institut, et donc on décide notamment de procéder par méthode d'autographie. Alors c'est Jean-Joseph Marcel qui était le directeur de l'imprimerie royale à l'époque. Impérial. Parce qu'un coup entre impérial, royal, national, enfin bon, ça change toutes les 5 minutes dans cette période. Donc, de la grande imprimerie. Et donc, Jean-Joseph Marcel a inventé l'autographie. L'autographie, en fait, vous allez enduire donc le monument, on va enduire d'encre la pierre, mais l'encre ne va pas pénétrer dans les caractères, ce qui fait que ça va vous donner ceci, c'est-à-dire que les caractères de la pierre vont ressortir en blanc sur ce fond noir et à l'envers. C'est une empreinte. Et donc, cette empreinte est conservée aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Et vous avez donc dans le coin gauche donc, la signature de Jean-Joseph Marcel, donc vous attestant de cette technique. Ça, c'est une première technique qui a été utilisée. Et à partir de la copie originelle, on a fait d'autres copies. Voilà. Une autre technique a été utilisée, qui a été inventée par Nicolas Conté. Vous savez, les crayons Conté? Voilà, c'est lui. Donc, l'autre technique, c'est la calcographie. Et c'est l'inverse de ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les caractères blancs sur fond noir, là, ce sont les caractères qui vont retenir l'encre. Et donc, vous allez les avoir en noir sur fond blanc et toujours à l'envers. Et on sait que la dernière copie empreinte qui a été faite, c'est un moulage au soufre. Donc, vous avez la photo ici. Ce moulage au soufre, aujourd'hui, est conservé à Montpellier. Et à partir du moulage au soufre, donc, on a fait des copies, et notamment les copies des 3 textes, donc hiéroglyphique, démotique et grec, qui apparaissent dans la monumentale description de l'Égypte, c'est-à-dire le grand ouvrage des savants de Bonaparte. À partir de là, donc à partir de ces copies, on décide, donc on les fait, et on décide de les diffuser. Et c'est le général Dugas qui va ramener ces copies en France. Le but est de les diffuser dans le monde savant français, mais également européen. Et en fait, au printemps 1800, vous avez des copies de la pierre de Rosette qui circulent dans le monde savant, et donc des savants qui commencent à travailler dessus. Heureusement, puisque, entre-temps, vous savez que Bonaparte quitte l'Égypte discrètement, puisqu'il s'apprête à prendre le pouvoir en France. Il laisse les commandes au général Kléber, mais ils vont aller de déculotté en déculotté. Kléber va être assassiné, il va être remplacé par le général Menou. Bon, au final, on arrête
massacre. Et donc, un traité est envisagé entre les Français et les Anglais, mais dans le traité d'armistice, il y a un paragraphe qui concerne les antiquités. Les Anglais réclament, parce qu'on parle de la pierre de Rosette, mais en fait il y en avait 17, je crois, d'objets, réclament donc la prise de possession des antiquités égyptiennes, mais également des travaux des savants français. Les savants ont hurlé en disant qu'il était hors de question de remettre leurs travaux, que de toute façon, si c'était comme ça, ils les brûleraient. Donc, le traité a été renégocié. Les savants pouvaient garder leurs travaux, leurs notes. En revanche, les objets archéologiques, dont la pierre de Rosette, les Anglais, par la presse, savaient que la pierre de Rosette avait été trouvée, connaissaient l'importance du monument, donc ils n'allaient pas lâcher l'affaire. Et donc, voilà, c'était non négociable. Du coup, la pierre de Rosette a été récupérée par les Anglais. Elle est partie direction l'Angleterre. Et à partir de 1802, donc, elle va être placée et présentée au British Museum, où elle est encore aujourd'hui. Et je vous ai dit que la tranche de la pierre de Rosette faisait à peu près une trentaine de centimètres d'épaisseur. Et bien sur la tranche, il est marqué que c'est une capture de la couronne anglaise et que c'est une capture des Anglais aux Français. C'est voilà, c'est un butin de guerre, hein, tout simplement. Hein, cette pierre de Rosette, voilà. Alors, après ce premier jet sur la découverte et l'objet en question, que je vous donne quand même quelques informations sur les différentes études qui ont pu être menées avant Champollion, pour vous montrer qu'il ne va pas partir de rien, bien évidemment. Donc, à l'époque où la pierre de Rosette est découverte, hein, je vous l'ai dit, les hiéroglyphes, on ne sait plus, on n'est plus capable de les comprendre. Le savoir est perdu depuis donc l'époque de l'Empire romain à cause de la fermeture des temples, etc., etc. Tout n'est pas perdu, puisque dès l'Antiquité, les Grecs, les Romains s'intéressent aux hiéroglyphes, et nous avons notamment Aurapollon, donc au 5e siècle, qui va s'intéresser aux hiéroglyphes et qui va produire un ouvrage qui s'appelle Hieroglyphica. C'est un ouvrage qui explique les hiéroglyphes, qui va être largement diffusé dans le monde savant et qui va faire autorité en Europe jusqu'à la Renaissance, donc pendant très longtemps. Dans ces Hieroglyphica, Aurapollon interprète les hiéroglyphes de façon alors pas scientifique, il les interprète comme des symboles ésotériques. Sur certaines choses, il n'a pas totalement tort, mais vraiment, on est dans cette démarche complètement ésotérique, symboliste, et pas du tout scientifique. De nombreux intellectuels, plus ou moins sérieux, vont s'intéresser aux hiéroglyphes au cours du temps, mais il faut attendre le XVIIe siècle et Athanas Kircher pour commencer à avoir des études un peu plus sérieuses. Kircher va faire quelques erreurs, mais il va notamment vérifier une hypothèse faite avant lui par Fabri de Peiresc, disant que la dernière évolution de la langue et de l'écriture des anciens Égyptiens, c'est le copte. Et ça, retenez-le parce que ça va être extrêmement important. J'ai fait exprès de vous mettre des personnages de nationalités différentes pour vous montrer que ce n'est pas une histoire franco-française, hein, le déchiffrement. Hein. Tout le monde a planté, a semé sa petite graine. Leibniz, lui, reconnaît que les hiéroglyphes ont servi à écrire des textes historiques. Ce que je vous disais, hein, les hiéroglyphes, c'est pour les textes sacrés, royaux, etc. Et au XVIIIe siècle, les avancées vont se faire de plus en plus nombreuses, puisque William Warburton va avancer que les Égyptiens ont utilisé une écriture les Égyptiens ont utilisé une écriture utilisant des phonogrammes, c'est-à-dire des signes, un signe égale un son. Ça va être repris par Zoëga, donc cette histoire de les hiéroglyphes sont des signes sons, sont des phonogrammes.
Joseph de Guigne va aussi amener quelques éléments, notamment sur le lien entre les différentes écritures, donc qu'elles soient hiéroglyphiques ou cursives. Donc ça, c'est à prendre en compte quand on va arriver aux études de la pierre de Rosette. C'est bon, vous dormez pas? Non? Vous êtes très attentifs. Alors, je vous ai dit que dès le printemps 1800, donc des copies de la pierre de Rosette circulaient en Europe et en France. Et donc, le gouvernement français va demander à Gabriel de la Porte du Teil de travailler donc sur les copies de la pierre de Rosette, des textes que le général Dugas a ramenés à Paris. Il va commencer une étude et puis il va s'arrêter, il va abandonner. Son travail va être repris par Hubert Pascal Amélion, qui va présenter son étude donc, à l'Institut à Paris en janvier 1801. Mais Amélion avait remarqué une chose, c'est que entre les copies de la pierre, les différentes copies de la pierre de Rosette, il y avait des différences de graphie. Voilà. Ce qui vous fera comprendre pourquoi Champollion veut récupérer plein de copies aussi. Donc, il a noté cela et en fait, il ne veut pas publier en se disant j'attends que la pierre arrive à Paris pour vérifier sur le monument directement. Bon, bah, la pierre elle n'est jamais arrivée à Paris. Donc, du coup, il va se résoudre à publier donc, ce que vous avez sous les yeux, là, éclaircissement sur l'inscription grecque du monument trouvé à Rosette. Et il faudra attendre 1841, il faudra attendre le trône pour qu'il publie donc un autre article. Et le trône, en fait, va corriger les erreurs d'Amélion. Ça, c'est côté français. Côté anglais, ben, eux, ils ont la pierre sous le nez. Donc, le révérend Weston va présenter donc, une version en anglais devant la Royal Society, donc une traduction du texte grec en novembre 1802. Christian Gottlob Hein va aussi présenter à la Society une version, alors lui en latin, donc le texte grec traduit en latin, très pratique. Richard Porson va aussi travailler sur le texte grec et puis il va essayer de reconstituer, vous savez, les fragments qui manquent sur le côté droit. Donc vous avez plusieurs traductions qui vont paraître en français, en anglais, en latin, en allemand, en italien. Enfin bon, tout le monde se penche sur l'étude du texte grec. Bah oui, c'est le plus simple et c'est le plus facile. D'autres vont se pencher sur la partie démotique, c'est-à-dire la partie du milieu. Et en 1801, le ministre Chaptal va demander à Sylvestre de Sacy, orientaliste connu et reconnu, donc il lui demande d'étudier la pierre de Rosette. Sylvestre de Sacy va se pencher donc sur le texte démotique. Il va essayer de repérer certains mots, notamment, alors ce qui est le plus simple, ce sont les noms propres. Il va essayer de les mettre en relation avec les équivalents dans le texte grec, dans le texte hiéroglyphique. Il va en trouver quelques-uns, il va commettre quelques erreurs. Et Sylvestre de Sacy va décider, au bout d'un moment, d'abandonner. Et Sylvestre de Sacy va avoir encore les oreilles qui sifflent. Je suis désolée, mon cher. Mais dans les archives sur lesquelles j'ai travaillé et sur lesquelles je travaille encore, j'avais trouvé une lettre de Sylvestre de Sacy au frère aîné du déchiffreur, puisque le déchiffreur, Jean-François Champollion, a été l'élève de Sylvestre de Sacy. Et voici ce qu'il a écrit au grand frère en lui disant « Je suis sensible au souvenir de monsieur votre frère et je l'engage à ne point abandonner la littérature orientale, puisque c'était un très bon élève, mais je ne pense pas qu'il doit s'attacher au déchiffrement de l'inscription de Rosette. Le succès dans ces sortes de recherches est plutôt l'effet d'une heureuse combinaison de circonstances que celui d'un travail opiniâtre que met quelquefois dans le cas de prendre des illusions pour des réalités. » Sous-entendu, si le maître n'y est pas arrivé, l'élève ne risque pas d'y arriver non plus. Bon, voilà, pas très sympa.
À la même époque, au même moment que Sylvestre de Sacy, vous avez Akerblad qui va aussi s'intéresser à la pierre de Rosette. Il a un profil complètement opposé à celui de Sylvestre de Sacy. C'est un diplomate suédois qui a fait de nombreux voyages en Méditerranée. Il a étudié les langues orientales et d'ailleurs, il a suivi les cours de Sylvestre de Sacy lorsqu'il était à Paris. Akerblad sera nommé à Constantinople. Il s'intéresse aux Coptes. Et quand il est à Paris et qu'il suit les cours de Sylvestre de Sacy lui communique une copie de la pierre de Rosette. Et donc à partir de là, il se lance aussi à essayer d'identifier quelques éléments. Et le gros problème, c'est que Akerblad, comme beaucoup, est persuadé que l'écriture égyptienne est complètement, entièrement phonétique, c'est-à-dire que tous les signes hiéroglyphiques sont des signes sons, et le problème, c'est qu'ils vont tous s'engouffrer là-dedans, et c'est pour ça que ça va coincer à un moment. Voilà, je vous expliquerai pourquoi ils sont tous engouffrés là-dedans, et pourquoi Champollion, lui, qui s'est engouffré là-dedans aussi, hein, mais à un moment va changer de perspective. Sur la partie hiéroglyphique, donc j'ai évoqué Zoëga tout à l'heure. Donc à la fin du XVIIIe siècle, donc il s'intéresse à la partie hiéroglyphique. Il va notamment, et donc sur la pierre de Rosette, il va émettre une hypothèse qui est vraie. Sur la pierre de Rosette, il va mettre en évidence que les noms, donc des rois, sont écrits phonétiquement, ce qui est totalement le cas pour les noms étrangers. Et la pierre de Rosette, elle a été faite à l'époque où les rois étaient des Grecs, donc des étrangers. Donc c'est totalement juste. Il y a eu aussi, et lui on ne peut pas le zapper, parce qu'il est extrêmement important, Jean-Jacques Barthélemy, qui est le déchiffreur par excellence. Jean-Jacques Barthélemy a déchiffré le phénicien et le palmyrénien. Donc c'est un grand savant, c'est un grand déchiffreur. Et il avait mis en place une méthode qui s'est révélée payante, hein, puisqu'il a déchiffré palmyrénien et phénicien. Mais Barthélemy, en fait, partait du principe qu'un caractère correspondait à un élément. Et donc, dans le monde savant, on s'est dit, si la méthode Barthélemy fonctionne pour le phénicien et le palmyrénien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour les caractères hiéroglyphiques. Donc tout le monde s'est engouffré dans la méthode Barthélemy en partant du principe que les signes hiéroglyphiques étaient des signes sons. Voilà. Et que ça a été comme ça c'est comme ça pendant une période, mais à aucun moment ils se sont dit peut-être que ça pouvait être les deux, et surtout l'idée qui était véhiculée dans le monde savant à l'époque, c'est que les Égyptiens, pendant toute la période pharaonique, avaient utilisé que les signes hiéroglyphiques étaient des signes idées, et qu'à l'époque où les étrangers sont arrivés en Égypte, qu'ils avaient basculé et que ces signes hiéroglyphiques étaient devenus... ils avaient plutôt utilisé des signes sons. On était passé de signes idées à des signes sons. Et tout le monde s'est engouffré là-dedans, ce qui en fait est faux, parce qu'on le sait aujourd'hui, les Égyptiens utilisaient les deux types de signes depuis le début. Mais bon, on ne peut pas non plus leur en vouloir. Et puis, on ne peut pas ne pas parler de Thomas Young, donc, qui va être peut-être le concurrent. Alors, vous me mettez concurrent avec plein de crochets, plein de guillemets, le plus sérieux de Jean-François Champollion. Thomas Young, c'est un très grand savant. C'est un polymathe. C'est un touche-à-tout. On lui doit... il a fait de très grands travaux sur la lumière, sur l'optique. C'est un médecin. Il s'intéresse... il étudie les langues. Enfin, c'est vraiment un très grand savant. Et lui va aussi s'intéresser donc à la pierre de Rosette. Et il va notamment
à partir du texte grec, et donc après, en essayant de faire le comparatif avec le texte hiéroglyphique, il va identifier le nom du roi Ptolémée, donc Ptolmès. Il va rédiger un article, il va trouver quelques éléments, il va faire des erreurs. À peu près sur ce qu'il va rédiger, il y a à peu près on va dire un tiers qui est juste. Mais bon, sont déjà de belles avancées. Et Thomas Young va décider à un moment d'arrêter. Et donc Champollion, lui, continuera, mais il va s'appuyer, et ça il faut le dire, il va s'appuyer sur des découvertes de Thomas Young. Donc il faut rendre à César, enfin à Thomas Young, ce qui lui est dû. Et en fait, on a dit pendant longtemps que les Champollion et Young étaient concurrents, qu'ils ne pouvaient pas se voir, etc. C'est complètement faux. Ça, c'était encore la guéguerre franco-anglaise. Ils ont échangé et leur concurrence c'était une concurrence intellectuelle qui a fait avancer les choses. Et quand Champollion a déchiffré, Young n'a jamais fait partie des détracteurs de Champollion. Et surtout, et pour moi, c'est l'élément essentiel qui nous montre que il y avait pas qu'ils ne se détestaient pas. Champollion donnait des surnoms à tous ceux qu'il n'aimait pas. Et quand je dis les surnoms, je peux vous dire qu'il y en a, ils sont vraiment pas sympas. Et il n'a jamais donné de surnom à Young. Il l'a toujours appelé le docteur Young, le savant anglais, etc. Donc c'est une preuve que il y avait une concurrence, mais intellectuelle, et ça n'allait pas plus loin. Et en plus, Young a fourni des infos à Champollion, donc et inversement, donc il n'y a pas de, faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Bon, on en parle, quand même. Tout ça pour arriver là, quand même. Alors, nos Champollion, dans cette affaire. Il fallait quand même que je vous plante le décor avant d'arriver aux Champollion. Alors, je vous montre un petit arbre généalogique. Donc, Jean-François Champollion, qui est... Hop, j'ai retrouvé ma flèche. Ici. Donc, c'est le dernier, c'est le cadet de la famille, c'est le dernier né. Il va naître en 1790 et il va avoir notamment un frère aîné, donc Jacques-Joseph. Je les appellerai Jean-François et Jacques-Joseph, je les côtoie depuis suffisamment longtemps pour me permettre de les appeler par leur prénom. Et donc Jacques-Joseph a 12 ans de plus que son frère. Il est son frère aîné, il est son parrain. Et comme il l'a dit lui-même en parlant de son frère, il sera tour à tour frère aîné, parrain, mentor, père, élève, professeur de son jeune frère. Il sera tout à la fois. Sur votre gauche, vous avez Jean-François Champollion ici et Jacques-Joseph ici. Alors, Jacques-Joseph, et c'est de sa faute, au moment où l'expédition d'Égypte est mise en place, eh bien nous savons, parce qu'il nous a laissé quelques informations, nous savons que Jacques-Joseph aurait adoré participer à l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Leur cousin André Champollion s'était embarqué en tant que militaire. Jacques-Joseph aurait voulu participer à l'expédition, ça ne s'est pas fait. Et donc, on peut très bien imaginer qu'il va s'intéresser à cette campagne et suivre de très près dans les journaux ce qui se passe, ce qui se déroule. Et donc, comme beaucoup de Français, Jacques-Joseph va apprendre dans les journaux. Alors, on ne sait pas si il a lu les journaux égyptiens ou si il a lu les journaux français qui ont repris l'information. En tout cas, il apprend, comme beaucoup de Français, la découverte de la pierre de Rosette, donc au fort Julien. Jacques-Joseph, c'est un autodidacte. Il a une scolarité, on est en pleine période révolutionnaire, donc la scolarité, c'est catastrophique. Les écoles ouvrent, ferment, enfin bon, les profs ne sont pas formés. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Donc bon, c'est catastrophique. Du coup, il se forme plus ou moins tout seul. Il a eu un précepteur quelque temps. Bon, c'est un passionné de livres, c'est un autodidacte et c'est un helléniste.
Donc il s'intéresse à la campagne d'Égypte, il va s'intéresser fatalement à la pierre de Rosette et il va s'intéresser notamment au texte grec de la pierre de Rosette et il va travailler sur le texte grec de la pierre de Rosette. Il va en proposer une traduction et donc on comprend aisément que si cet objet est arrivé symboliquement entre les mains de son jeune frère, c'était par le biais du frère aîné et qu'il n'est pas pour rien. Voilà. Nos Champollion, qui sont nés à Figeac, dans le Lot, vont aller à Grenoble. Les Champollion étaient originaires, la famille du Dauphiné. Ils vont aller à Grenoble, chez des cousins, parce que papa Champollion avait décidé que son fils aîné entrerait dans le commerce. Pas du tout ce qu'il avait envie de faire, mais bon, bref. Et donc, à Grenoble, l'aîné va arriver, le cadet va suivre, parce qu'il a vu quand même qu'il avait des capacités intellectuelles hors normes, et il s'est dit, si je le laisse à Figeac, on ne va jamais s'en sortir. Donc, je le rapatrie auprès de moi, et c'est moi qui vais gérer son éducation. Et à Grenoble, eh bien, donc le jeune Champollion arrive en 1801, et en 1802, vous avez Joseph Fourier, donc ancien savant de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, qui va être nommé préfet de l'Isère. Fourier va être un savant, un égyptologue sur place à Grenoble, et donc des liens très forts vont se tisser entre Fourier et les deux frères Champollion, et Fourier va devenir le protecteur des frères Champollion. Fourier avait une mission. Je vous ai parlé de la monumentale description de l'Égypte qui présente les travaux des savants. Eh bien, Bonaparte avait demandé à Fourier de rédiger la préface de la description de l'Égypte. La préface, c'est pas 2 pages, hein. C'est un tome à part entière. C'est un travail pharaonique. Et donc, c'est pas très compatible avec sa mission de préfet. Du coup, il va demander de l'aide à l'aîné des Champollion. Donc, c'est Jacques-Joseph qui va aider Fourier. On a les documents dans les archives, hein, on a les va-et-vient, qui va corriger, certainement aidé du cadet, qui va corriger les textes de Fourier. Et donc, il y a vraiment une relation intellectuelle de travail qui va se mettre en place. Et puis, d'amitié aussi, d'amitié à l'époque, hein. C'est pas l'amitié aujourd'hui. Je vous ai dit que Jacques-Joseph s'intéressait au texte grec de la pierre de Rosette. Eh bien, c'est là au-dessus. En juin 1804, eh bien, il va faire une communication à l'Académie delphinale, qui était la société savante de Grenoble, enfin qui l'est toujours d'ailleurs. Il va faire une communication qui s'appelle « Dissertation sur la célèbre inscription de Rosette ». Alors c'est sur la partie grecque, hein, bien évidemment. À cette époque-là, donc Jacques-Joseph commence à bien se faire connaître dans le milieu intellectuel politique grenoblois. Pendant ce temps, son jeune frère est au lycée de Grenoble pour 3 ans. Il est interne et ces années lycée ne sont pas de belles années de pur bonheur pour Jean-François Champollion, puisqu'il appelle le lycée sa prison. Il a détesté ces années lycée. On venait juste, au départ, c'était l'école centrale qui avait un enseignement encyclopédique. Et Bonaparte trouvait que c'était un peu trop encyclopédique à son goût, pas assez militaire. Et donc, il avait réformé les écoles centrales en lycées impériaux. Et le lycée impérial était beaucoup plus strict. Tout se faisait au son des trompettes, au garde-à-vous, etc. C'était une organisation militaire, et avec le caractère de Jean-François Champollion, ça n'allait pas du tout. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou quoi, à mon avis il a un peu... mais il raconte même à son frère qu'à un moment, les élèves étaient tellement dissipés dans le dortoir que les professeurs, n'arrivant pas à faire revenir le calme, seraient allés chercher les soldats à la garnison à côté pour venir calmer les jeunes, et donc qu'un soldat était à la porte du dortoir pour les surveiller et vérifier que tout reste calme. Je ne sais pas s'il a un peu exagéré ou pas, mais bon, ça vous donne une idée du côté militaire.
Donc, bon, il aime pas, de toute façon, il aime pas le lycée. Il envoie des messages à son frère pour lui dire que s'il ne sort pas de lycée, il ne lui promet pas de vivre. Enfin bon, bref, il fait du chantage affectif. Il aime pas du tout. La seule chose qui lui permet de tenir, c'est que lorsqu'il a des moments lorsqu'il a fini son travail, donc c'est souvent le soir, hein, dans le dortoir, à la lueur d'une bougie, eh bien, il s'attaque à ses matières favorites, c'est-à-dire les langues orientales. Il a 14 ans, hein. Remettez quand même dans le contexte. Et il envoie des messages à son frère. Il est interne, hein, donc il ne le voit pas. Il lui fait passer des petits billets pour lui dire j'ai besoin de papier et surtout, il a 14 ans, peux-tu me faire passer le dictionnaire hébreu, la bibliothéca rabbinica, les ruines hébraïques, ma grammaire. Enfin bon, des lectures normalement qui ne sont pas celles d'un enfant de 14 ans. Et quand même, on n'oublie pas le côté pratique. Je n'ai plus de boucles pour les culottes. Donc fais-moi passer des boucles pour les culottes. Donc dès ses années lycée, il étanche sa soif, hein, comme il peut, hein, sur les langues orientales. Il lit. Et puis, lors de soirées mondaines, soirée intellectuelle, politique, et lors d'une soirée chez Fourier, Jacques-Joseph va traîner son petit frère. Et lors de ces soirées, ils vont faire la connaissance de ce personnage avec son capuchon rouge, qui est un moine, qui est Raphaël de Monachis. Je ne sais pas si vous avez reconnu le tableau, c'est le Sacre de Napoléon. Donc, Raphaël de Monachis, c'est un moine qui est revenu avec l'expédition, enfin avec les militaires, les savants de Bonaparte. Et ce moine grec melkite va expliquer au Champollion et va certainement finir de convaincre le jeune Champollion que s'il veut s'intéresser aux écritures de l'Égypte antique, eh bien, il faut qu'il apprenne le copte. Et oui, je vous l'ai dit, le copte est la dernière évolution de l'écriture et de la langue des anciens Égyptiens. Donc il lui dit, il faut, à un moment, va falloir apprendre le copte. En fait, le copte, aujourd'hui, il n'est plus du tout utilisé, hein, c'est une langue morte. Il n'est utilisé que dans la liturgie. Vous avez les psaumes pendant les messes coptes, comme nous, on pouvait les avoir en latin, donc qui sont dites en copte. Sinon, c'est une langue morte. Et en fait, le copte, c'est la dernière évolution de la langue des anciens Égyptiens. C'est une base de grec. Et sur cette base de grec, on a ajouté quelques signes, quelques éléments supplémentaires qui sont des éléments démotiques, parce que ce sont des sons que les Égyptiens utilisaient, mais que les Grecs ne connaissaient pas dans leur langue. Vous savez qu'il y a des sons dans certaines langues qu'on n'utilise pas dans d'autres. Et donc le copte, c'est ce mélange en fait de grec, c'est une base de grec, avec ces signes, ces ajouts complètement égyptiens. Et donc c'est vraiment la dernière évolution de l'écriture et de la langue des anciens Égyptiens. Donc le fait d'apprendre le copte, c'était peut-être essayer de retrouver, comme je dis toujours, d'avoir les hiéroglyphes dans les oreilles, d'avoir le son que ces mots pouvaient faire. Et donc, en faisant le cheminement inverse, peut-être retrouver les mots d'antan. La difficulté, je fais une parenthèse pour que vous compreniez, la difficulté de l'écriture égyptienne, c'est que c'est une écriture consonantique, c'est-à-dire que n'apparaissent en signes hiéroglyphiques que les voyelles, enfin que les consonnes, et les voyelles fortes, c'est-à-dire les A, les OU, les I. Vous n'avez pas de E, vous n'avez pas de E. Ils se prononçaient bien. Sinon, c'est pas possible, c'est imprononçable. Mais vous n'avez aucun signe hiéroglyphique pour un E ou un E. Donc, à un moment, pour savoir comment ça devait se prononcer, c'était important aussi. C'était une bonne piste d'avoir le copte pour essayer de comprendre comment ces mots pouvaient se prononcer à une époque. Alors, Jacques-Joseph, donc après les 3 années de lycée de Jean-François Champollion, en 1807, Jacques-Joseph, avec les recommandations de Fourier, envoie son jeune frère donc à Paris pour 2 ans, pour qu'il puisse devenir élève orientaliste. Et donc, il va suivre les cours des plus grands orientalistes
de l'époque, donc au Collège de France, à l'École pratique des hautes études, etc. Pas l'École pratique des hautes études, n'importe quoi, à l'École spéciale des langues orientales. Il va suivre donc les cours de Sylvestre de Sacy, qu'il appelait le grand rabbin, les cours de Louis-Mathieu Langlès, qu'il appelait l'anglais. Ça va encore, il y a pire. Donc il va suivre des cours de persan, d'arabe, enfin bon bref. Et à 2 pas de la pension où il logeait, eh bien, il y avait l'église Saint-Roch, qui est pas très loin du Louvre, pour vous situer, donc à Paris. Et à l'église Saint-Roch, il y avait le vicaire Chiftichi qui donnait la messe en copte. Voilà. Donc Champollion, Jean-François, va se rendre régulièrement à l'église pour suivre la messe en copte, et il dit à son frère à un moment que il écoute, il vit copte, il mange copte, il écoute copte, il parle, il traduit tout ce qu'il trouve, tout ce qui lui passe par la tête en copte. Il fait du copte, parce que c'est le meilleur moyen pour lui de s'imprégner de la langue des anciens Égyptiens. Son frère va aussi l'envoyer faire, entre guillemets, des courses. Il va lui dire, son frère a un réseau intellectuel et politique extrêmement important. Dans les archives, qui sont celles de Jacques Joseph, j'ai recensé 1500 correspondants. Voilà, pour vous donner... Il y a 10 000 documents à peu près, et pour la plupart, c'est de la correspondance, et il y a 1500 correspondants. Bon. Donc, Jacques Joseph dit à son frère qu'il doit se faire connaître à Paris, qu'il faut qu'il aille voir... les uns et les autres, et notamment qu'ils se rendent auprès de Aubin Louis Millien de Grand-Maison, qui est un grand savant, qui est un helléniste d'ailleurs, qui est le fondateur du magasin encyclopédique, qui est une revue qui d'ailleurs va permettre au Champollion de publier un certain nombre d'articles. Donc il se fait son réseau, parce que potentiellement ces savants peuvent avoir des documents qui peuvent l'aider pour ses recherches. Et à Paris, donc il suit des cours et il compile. Il va soit dans des réseaux privés, soit dans des réseaux publics de bibliothèques, que ce soit ce qui est aujourd'hui notre BNF, la bibliothèque de l'Arsenal. Il va, sur les conseils de son frère d'ailleurs, lire tout ce qui a été publié avant lui, qui parle de près ou de loin de l'Égypte. Vous avez ici un ouvrage d'Athanase Kircher, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il va aussi consulter cette très belle Scala copte arabe, c'est un lexique qui va permettre à Champollion de rédiger un dictionnaire de copte. Voilà. Donc il compile des documents, et en fait la mise en place, il y a une méthodologie de travail qui va se mettre en place, et cette méthodologie elle se met vraiment en place à 2. Les échanges de lettres entre les 2 frères, je veux dire, c'est tout à fait flagrant, ça se met en place à 2. Jacques Joseph va activer tout son réseau pour permettre à Jean-François Champollion d'avoir accès à des copies de la Pierre de Rosette. Bah oui, il n'a jamais travaillé sur l'original, hein, donc il récupère plusieurs copies. Il dit à Jean-François, donc avec les recommandations de Fourier, d'aller voir les anciens savants de l'expédition d'Égypte pour avoir accès, donc, notamment aux copies qui sont dans la monumentale description de l'Égypte. Donc voilà. Il active les réseaux. Donc vous avez un tel qui connaît un tel qui va se procurer donc une copie de la Pierre de Rosette. C'est le cas de Jean-Claude Martin qui va aller voir l'abbé de Tersan. On sait que l'abbé de Tersan était allé en Angleterre voir la Pierre de Rosette, qu'il avait fait faire une copie des 3 textes, copie qu'il avait ramenée avec lui à Paris. Et donc Jean-Claude Martin entre en négociation avec l'abbé de Tersan pour essayer de récupérer cette copie pour Jean-François Champollion. Donc s'il y a des gens aussi qui remuent ciel et terre pour avoir des documents pour le jeune Champollion, c'est qu'ils y croient aussi à sa réussite. Voilà. Le grand frère donne des conseils au petit frère, donc la méthodologie se met en place, il l'encourage. Vous voyez, il lui dit « tu fais bien de t'adonner au copte, travail, classe, etc. etc. » Donc il l'encourage. Voilà. Mais il le gendarme aussi, quand il faut. Tu t'es découragé,
qu'est-ce que c'est que ça? Où est donc ce goût égyptien qui t'attachait à tout ce qui appartenait à l'Égypte? Il faut que je te cite un vieil adage. Ce qu'il y a de plus difficile pour le jeune homme, c'est de finir une chose qu'il a commencée. Avis au lecteur, tu justifies le proverbe. Quand le feras-tu donc mentir? Faudra-t-il que je fasse ta besogne? Ah bah oui. Comme un mentor, comme un père. Hein. Voilà, il l'encourage, il le remet dans le droit chemin. Il le finance. Les histoires de sous reviennent régulièrement dans les courriers. Jacques-Joseph estimant que son frère dépense trop et Jean-François estimant que son frère ne lui donne pas assez. Bon, voilà, c'est l'avis de tous les étudiants. Donc il y a vraiment cette présence. Et ce n'est pas qu'une présence matérielle, hein, c'est vraiment aussi une présence intellectuelle. Et puis, je ne l'ai pas mis, mais j'adore ce petit épisode. À un moment, Jean-François Champollion, il n'est pas resté célibataire, il s'est tout de même marié et il a eu une fille. Et la jeune fille qu'il courtisait donc, était une grenobloise. Et le papa de cette jeune fille n'était pas bien pressé de voir sa fille épouser un professeur fauché, parce qu'à l'époque, Jean-François était professeur à Grenoble, mais il avait un tout petit salaire, toute petite solde. Et donc, comme futur papa traînait un peu les pieds, Jean-François Champollion, qui en avait marre, avait décidé de changer de carrière, et il avait envoyé une lettre à son frère, et je suis tombée dessus dans les archives, qui s'intitulait « Changement de carrière, j'embrasse la carrière de notaire ». Et donc, il a expliqué à son frère tous les avantages de devenir notaire, etc. Voilà. Que le père blanc, donc futur beau-papa, serait plus disposé à marier sa fille, etc., etc. Et je peux vous dire que quand je suis tombée sur cette lettre, j'ai vite cherché la réponse de Jacques-Joseph. Parce que je me suis dit, oula, je ne l'ai jamais trouvée. Donc je ne sais pas s'il y a eu une réponse écrite ou une réponse orale. En tout cas, je pense que le jeune Jean-François s'est fait passer un méga savon par son frère, parce que la lettre suivante, il n'était plus question de devenir notaire, il était revenu à ses études égyptologiques. Voilà. Et il l'a quand même épousée, hein, sa belle. Donc voilà. Donc merci Jacques-Joseph de remettre de temps en temps dans le droit chemin ce jeune frère. Donc il y a vraiment le rôle du frère aîné qui est extrêmement important. Mais il faut aussi, et ça avec le bicentenaire l'année dernière, ça a été aussi notre envie avec les collègues de remettre l'homme, l'individu, de remettre l'individu au cœur de toute cette affaire, parce qu'on avait un peu l'impression qu'on nous présentait Jean-François Champollion, on avait l'impression qu'il avait déchiffré, que rien n'avait été fait avant lui, qu'il était assis à sa table avec sa copie de la pierre de Rosette et qu'à un moment, il a eu l'illumination. C'est un peu comme ça qu'on le présentait, et il était un peu sorti de tout son contexte. Et on avait vraiment envie de le recontextualiser. Il faut aussi bien dire que ça n'enlève rien à son génie, hein, mais s'il n'avait pas vécu dans cette période propice aux sciences, s'il n'y avait pas eu non plus tout un milieu intellectuel favorable qui lui avait permis d'avoir accès à de nombreux documents, il n'aurait pas pu y arriver. Le génie seul, ça ne marche pas, c'est pas possible. Vous pouvez avoir le génie, si la période ne s'y prête pas, ça ne marchera pas. Et inversement, la période peut s'y prêter, mais si vous n'avez pas le génie, ça ne marche pas non plus. Donc c'est vraiment tout un tout. Et vous avez tout un milieu intellectuel qui va... Alors certains vont être des détracteurs, mais d'autres vont vraiment croire aux capacités de Jean-François Champollion et vont tout faire pour l'aider, pour lui fournir de la documentation. Il a compilé des centaines et des centaines de textes, lu des dizaines et des dizaines d'ouvrages. Donc il lui fallait de la matière pour pouvoir travailler. Et parmi ces fournisseurs de matière, vous avez François Artaud, qui était le directeur du Musée des Beaux-Arts de Lyon. François Artaud, qui en fait a fourni énormément d'informations à Jean-François Champollion. Bon, je me fais de la pub, désolé. J'ai retrouvé en fait dans le fonds Champollion une très grosse correspondance de François Artaud au frère Champollion. Et en fait, avec cette correspondance, on voit... Oups,
j'ai loupé une... on voit justement comment les relations se font. Et Artaud, qui était directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon, avait des objets. Sur ces objets égyptiens, il y avait des inscriptions hiéroglyphiques. Et en fait, il envoyait des copies et des moulages de ces objets à Jean-François Champollion, parce qu'il en avait besoin pour étayer ses hypothèses. Et inversement, quand Champollion, on sait qu'il est passé plusieurs fois à Lyon, eh bien, il était reçu par Artaud et il a fait des relevés d'inscriptions et notamment des relevés de cercueils. Donc vous avez sur la gauche le cercueil de Lyon et à droite les relevés de Champollion qui sont conservés à la BNF. Pareil ici, vous avez un cercueil qui est à Lyon et les relevés de Champollion qui sont à la BNF. Donc vous voyez vraiment, il a besoin de cette matière, hein, il a besoin qu'on le nourrisse. Alors bien sûr, il y a un milieu favorable. Bon, il y a des détracteurs. Je vous dis, il a les oreilles qui sifflent à chaque fois. Et Sylvestre de Sacy, qui n'y croyait mais alors absolument pas. À qui fournissait-il des infos? Eh bien, à Thomas Young. Et voici ce qu'il lui a écrit en 1815. « Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas trop communiquer vos découvertes à Monsieur Champollion. Il se pourrait faire qu'il prétendit ensuite à la priorité. Il cherche en plusieurs endroits son ouvrage à faire croire qu'il a découvert beaucoup de mots de l'inscription de Rosette. J'ai bien peur que ce ne soit là que du charlatanisme. J'ajoute même que j'ai de fortes raisons de le penser. » Sympa le rabbin. Hein, voilà. Bon, vous avez... Voilà, des détracteurs, des suiveurs. Et vous avez vraiment tout un milieu intellectuel européen, enfin mondial de l'époque, qui va justement chercher aussi. Hein, et donc, ce sont ces différentes recherches qui vont faire avancer la science. Donc voilà, la concurrence, elle peut être bonne quand c'est une concurrence aussi intellectuelle qui fait avancer le schmilblick. Et Jean-François Champollion donc, a énormément, je ne sais pas, il maîtrisait une quinzaine de langues orientales, enfin une quinzaine de langues, le syriaque, le chaldéen, le copte, le grec, le latin, et j'en passe, le persan, enfin bon, bref, l'araméen, etc., etc. Et on a aussi, donc que ce soit à la BNF, même moi de mon côté dans les archives, on a pas mal de documentation qui nous montre qu'il s'est intéressé aussi aux écritures de différentes civilisations, parce qu'en fait, il cherchait, et notamment ces civilisations qui utilisaient des idéogrammes, donc comme... Des espèces de hiéroglyphes, hein, comme les Égyptiens, parce qu'en fait, il essayait de voir ce que les autres avaient fait, comment ils avaient encodé leur langue, pour peut-être se dire, bah, tiens, ça ressemble, il y a peut-être des choses à prendre que les Égyptiens faisaient, et donc essayer, je sais pas, de trouver des idées. Bon. Et parmi ces écritures qu'il a étudiées, vous avez le chinois, et il faut savoir que Jean-François Champollion maîtrisait aussi le chinois. Voilà. On comprend. Oh, bah, il maîtrisait le chinois, il avait quoi il n'avait même pas 20 ans. Oh, bah oui. Voilà. Bah, après, on s'étonne qu'il soit épuisé à la tâche. Hein, mais bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il mangeait, quand est-ce qu'il dormait. Alors, avant d'attaquer vraiment sur le déchiffrement, quelques éléments pour vous rappeler donc, sur quoi va s'appuyer Champollion pour déchiffrer. Donc, je vous ai dit, on avait quand même mis un certain nombre d'éléments déjà en place. Donc, on savait, et il savait bien évidemment, que les Égyptiens donc, utilisaient deux écritures, une écriture profane et une écriture sacrée. Il savait également, c'est pour cela qu'il l'a étudié, que le copte donc, était la dernière évolution de la langue et de l'écriture des anciens Égyptiens. On avait aussi mis, c'était Zoéga qui avait aussi mis en évidence que les hiéroglyphes pouvaient se lire de gauche à droite ou de droite à gauche, puisqu'on peut les lire dans un sens ou dans l'autre. Il y avait toujours cette idée, donc ce que je vous ai dit, hein, que les Égyptiens, et là va falloir que Champollion se détache de ça, cette idée que les Égyptiens sont passés d'une écriture d'idées à une écriture de sons. Donc c'était ce qui était véhiculé dans le milieu savant de l'époque. L'abbé Barthélemy, donc vous savez notre grand déchiffreur, avait mis en évidence que dans les cartouches, dans les ovales, c'était des noms propres. Effectivement, on a généralement des noms royaux.
Cette histoire aussi, donc ils le savaient, hein, que les Égyptiens donc ne transcrivaient pas les e et les et, qu'on était vraiment sur une écriture consonantique. Donc ça, ils le savaient. Et bien sûr, il est parti des éléments, notamment mis en évidence par Thomas Young sur la pierre de Rosette, qu'il a vérifié et qu'il a validé. Alors, sur la pierre de Rosette, que fait Champollion ? Donc, je vous ai dit que c'était le même texte en 3 écritures différentes. Young avait mis en évidence que le nom Ptolémée qui se trouvait dans le texte grec, donc le nom du roi, devait correspondre, en faisant des calculs, etc., aux cartouches qui se trouvaient ici. Donc, il a mis les différents hiéroglyphes du cartouche, les lettres du mot Ptolémée, et en fait, il a essayé de faire est-ce qu'un signe correspond à une lettre, et effectivement, il a vu que le premier signe hiéroglyphique c'était un P, le deuxième un T, le troisième un O, etc., etc. J'en ai perdu combien là ? Non, c'est bon ? Ok. Il s'est dit, bah oui, parce que je vous avais dit que l'une des hypothèses, c'était que les noms, notamment les noms étrangers, étaient retranscrits de façon phonétique. Donc voilà, il a appliqué cette méthode. Il s'est dit, bon, bah ça, potentiellement, ça marche sur Ptolémée, on va essayer sur Cléopâtre. Alors le problème, c'est que Cléopâtre, on avait le nom dans le texte grec, bien évidemment, il était dans le texte hiéroglyphique, mais dans la partie cassée. Sinon, c'est pas rigolo. Donc, il a fallu chercher un autre texte bilingue sur lequel il y avait le nom de Cléopâtre, et il se trouve qu'il était sur un des obélisques du temple de Philae. Donc, vous aviez et la version hiéroglyphique et la version grecque. Donc, il a fait exactement le même jeu. Le premier signe hiéroglyphique, c'est un que. Le L, il n'y a pas de E, bien sûr. Là, ils ont mis un I à la place. Un O, un P, un A, etc., etc. Et il s'est dit, tiens, c'est bon, le P de Ptolémée, c'est le même signe hiéroglyphique que le P de Cléopâtre. Le O de Ptolémée, c'est le même O que Cléopâtre. Oh, tiens. Et puis, il a commencé à se faire une liste en disant, bon, bah, tel signe, ça doit être un P, un T, etc. Puis il s'est dit, bon, bah, allez, c'est parti. Je vais me faire tous les noms d'époque grecque et romaine, tous les noms étrangers. Et à la BNF, vous avez un petit carnet de la main de Champollion où vous avez tous les cartouches, les noms de Ptolémée, Cléopâtre, Bérénice, Arsinoé, enfin bon, tous les rois, toutes les reines de l'époque grecque et romaine. Et donc, il les a tous étudiés et petit à petit, il s'est fait comme une espèce d'alphabet. Ça, c'est facile. Il s'est dit, bon, ma méthode, elle fonctionne sur les noms d'époque, enfin les rois de souche étrangère. Un signe égale une lettre, égale un son. Bon, est-ce que ça marche sur les cartouches des rois égyptiens d'époque pharaonique ? Eh ben non, là, ça marche pas. Donc, il faut chercher autre chose. Il a reconnu le S, ici, le signe hiéroglyphique du S, puisqu'il l'avait dans Ptolémée. Donc ça, il l'a retrouvé. Mais encore fallait-il trouver ce qu'étaient les deux autres. Et là, c'est le copte qui va l'aider. En copte, ce signe hiéroglyphique, qui se dit Mess en égyptien, et que Champollion n'a jamais su que ça se disait Mess, d'ailleurs, ressemble à un élément en copte qui veut dire missé, qui a un rapport en fait avec la naissance. Donc il s'est dit, ça c'est peut-être missé. Bon. Et puis ça, le disque solaire, ça ressemble quand même à ce qu'on a en copte pour Ra, le soleil. Donc il se dit, dans ce cartouche, ça doit être un truc du style Ra, missé, S. Ra, missé, S. Quel roi égyptien, dans ceux qu'on connaît, lequel peut avoir un nom qui se rapproche de Ra, missé, S ? Ramsès. Bon, donc c'est peut-être bien le cartouche de Ramsès.
Mais surtout, alors ça c'est une chose, mais surtout, là il a compris ce que le mot Ramsès veut dire. Ramsès, ça veut dire « Ra l'a mis au monde ». Vous vous rendez compte, on est en 1822, ça va être la première fois depuis le IVe siècle qu'on va être capable de savoir ce que ça veut dire. Donc il s'est dit, bon, Ramsès, ok, ne soyons pas trop... On essaye un autre. On prend un autre cartouche. Ah, on retrouve le S. Ok, bon, bah, remissé. Et puis ça, il sait que l'ibis, c'est l'emblème du dieu Thoth. Donc, Thoth, Missé S, Thoth, Missé S, Thoth, Missé S, Thothmès, Thoutmosis. Donc il se dit, bon, bah, ça doit être le cartouche du roi Thoutmosis. Et Thoutmosis, ça veut dire Thoth l'a mis au monde. Donc là, on peut commencer à imaginer le côté fébrile de Jean-François Champollion. Nous sommes début septembre 1822. Il vient, grâce à William Banks et à Nicolas Huyot, on vient juste de lui fournir ces cartouches de Ramsès, de Thoutmosis. Et là, sur ces cartouches, il se dit, mais en fait, je suis capable de les lire, mais je suis surtout capable de les comprendre, de comprendre ce que ça veut dire. Et surtout, là, il a la preuve, alors elle ne va pas trop se mouiller tout de suite, hein, mais il a la preuve que pendant les époques pharaoniques, eh bien, nos Égyptiens, ils utilisaient les deux types de signes, et des signes idéographiques et des signes phonétiques, des signes idées et des signes sons. Et ça, il ne va pas se mouiller tout de suite parce que là, en fait, même si il l'a vu, le problème, c'est qu'il va complètement à contre-courant de ce qui était véhiculé dans le milieu savant de l'époque. C'est comme si à l'époque, tout le milieu savant disait « non, mais la Terre, elle est plate », et que Champollion arrivait avec ses gros sabots en disant « bah non, elle est ronde ». Bon, bah c'est lui qui avait raison, mais ce n'était pas ce qui circulait dans le milieu savant. Donc il lui fallait attendre d'avoir des nouveaux documents pour pouvoir étayer tout cela. Donc voilà, c'est aussi ça un peu la grande découverte, c'est que il a vu que les Égyptiens anciens utilisaient les deux systèmes, les deux types de hiéroglyphes, et puis surtout qu'il a redonné la parole aux anciens Égyptiens. Alors pour toute grande découverte, il faut une légende. Bah oui. Donc la légende qui a été véhiculée par son neveu, par Aimé Champollion, hein, qui était un des fils de Jacques Joseph. Donc Aimé nous dit que, trouvant le sésame, le Eureka, Jean-François Champollion aurait couru auprès de son frère en criant « Je tiens mon affaire », qu'il lui aurait expliqué, et que, toute la tension qui retombe, qu'il se serait effondré et qu'il aurait dû garder le lit pendant plusieurs jours. Vrai, pas vrai, quelle est la part de vérité, quelle est la part de légende, nous n'en savons rien. Une chose est sûre, c'est que cette découverte va donner lieu à la rédaction d'un texte que nous appelons la lettre à Monsieur Dacier. Et il faut savoir que le brouillon de la lettre à Dacier n'est pas de la main de Jean-François, elle est de la main de Jacques Joseph, avec des annotations de Jean-François. Était-il trop faible pour rédiger lui-même la lettre ? On n'en sait rien. En tout cas, le 27 septembre 1822, Jean-François Champollion va faire la lecture donc, de la lettre à Monsieur Dacier qui donne en fait sa méthodologie et comment il en est arrivé à comprendre comment fonctionnait le système des anciens Égyptiens, qui est pour nous à peu près le seul témoignage et élément, puisque les deux frères, on peut suivre tout le cheminement intellectuel jusqu'en 1821, puisque les deux frères régulièrement sont séparés, donc ils s'écrivent. Donc j'adore quand ils ne sont pas ensemble, parce que quand ils sont ensemble, ils ne s'écrivent pas, donc on n'a pas d'infos. Et à partir de 1821, donc sur la dernière ligne droite, les deux frères sont ensemble à Paris, donc ils ne s'écrivent pas. Voilà, on est un peu frustrés. Du coup, un des rares éléments pour la dernière ligne droite, c'est la lettre à Monsieur Dacier. Voilà. Donc le 27 septembre, notre Jean-François va
faire la lecture, donc dans la très belle salle, donc en séance publique, hein, dans la très belle salle de l'Institut, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc il va faire la lecture de sa méthodologie. Alors il lit pas toute la lettre, hein, il fait un extrait, pour expliquer au monde savant, puisque les plus grands savants de l'époque sont ici, pour présenter sa méthode. Et à côté de Champollion, qui est présent ? Thomas Young, qui est de passage à Paris pour un colloque sur la lumière, je crois, et donc qui va assister à la démonstration. Et Thomas Young écrira une lettre, donc enverra une lettre quelques jours après, donc à un autre savant, en disant qu'il a assisté à la démonstration de Monsieur Champollion et qu'il est tout à fait d'accord avec lui. Voilà. Alors, Jean-François Champollion va surtout présenter ce qu'il a déduit, notamment pour les noms étrangers. Et puis, il va dire, voilà, c'est un système qui marche pour les noms étrangers, mais par contre, pour les noms de souche égyptienne, ça ne marche pas. C'est une autre méthode. C'est un autre système que les Égyptiens utilisaient. Et puis, il se mouille pas trop. Parce que là, il va vraiment, il va rentrer dans le cœur du sujet, il va rentrer en conflit avec le monde savant, et il n'a pas assez de matériaux pour étayer son hypothèse. Donc, la première pierre est posée en 1822 avec la lettre à Dacier, mais en fait, on va avoir la grosse révélation, et là, vraiment, sa pensée qui s'est bien organisée, 2 ans après, en 1824, avec le précis du système hiéroglyphique, où là vraiment, il va nous présenter donc comment en fait déchiffrer des éléments étrangers et des éléments de souche égyptienne. Il est sûr de sa méthode à 99,99%, mais il n'a toujours pas mis les pieds en Égypte. Et pour lui, aller en Égypte, c'est une nécessité, parce que comme tout égyptologue, ça nous démange, donc il faut aller en Égypte, mais surtout parce qu'il veut pouvoir se confronter aux textes sur les monuments pour être sûr que son système fonctionne. Et donc il va partir en Égypte tardivement, en 1828-1829, et en 1829, au fin fond de l'Égypte, il écrira à Monsieur Dacier, qui était le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris. Dacier est le protecteur des Champollion à Paris, comme l'a été Fourier à Grenoble. Et donc il lui écrit « Je suis fier maintenant que, ayant suivi le cours du Nil depuis son embouchure jusqu'à la seconde cataracte, j'ai le droit de vous annoncer qu'il n'y a rien à modifier dans notre alphabet. » Dans notre lettre sur l'alphabet, etc., notre alphabet est bon. Il s'applique avec un égal succès d'abord aux monuments égyptiens du temps des Romains et des Lagides, et ensuite, ce qui devient d'un plus grand intérêt, aux inscriptions de tous les temples, palais et tombeaux des époques pharaoniques. C'était surtout ça qu'il voulait vérifier. Alors, depuis 1822, tout est prêt, toutes les dates sont prétexte à fêter notre déchiffreur. Et pour les 150 ans de la découverte, Christiane Desroches-Noblecourt, qui était à l'époque conservatrice du département des antiquités égyptiennes du Louvre, qui, je le rappelle quand même, le département a été créé pour Champollion, c'était le premier conservateur, avait réussi, ce que nous ne ferons plus, je pense, parce que je ne sais pas si un jour ça se reproduira, mais avait réussi à faire venir à Paris la pierre de Rosette, pour réunir symboliquement l'objet qui avait permis à Champollion de déchiffrer et le lieu qui avait vu le déchiffreur, qui avait vu la consécration du déchiffreur, donc en tant que premier conservateur du département des antiquités égyptiennes du Louvre. Et puis dans les années 90, à Figeac, ville natale des Champollion, derrière le musée, vous avez ce qu'on appelle la place des Écritures, où une reproduction a été faite de la pierre de Rosette. Et au mois de septembre de l'année dernière, donc pour fêter les 200 ans de la découverte, nous étions toute une brochette d'égyptologues à poser fièrement. Figeac n'a jamais vu autant d'égyptologues au mètre carré. Voilà, ils ont été envahis pendant 4 jours par plein d'égyptologues. C'était vraiment très très sympathique de nous retrouver ici et nous avons posé fièrement sur cette reproduction de la pierre de Rosette. Je terminerai simplement pour vous dire
Donc, vous avez des belles lectures ici. Je me fais de la pub. Si vous voulez continuer et approfondir cette aventure du déchiffrement des hiéroglyphes, donc j'ai sorti aux belles lettres. Donc, en fait, ce que je vous ai raconté, en plus développé, bien évidemment. Et surtout, je vous invite vivement à aller voir le documentaire Arte, dans le secret des hiéroglyphes, qui retrace justement le parcours de Jean-François avec Jacques Joseph, qu'il replace dans son contexte. C'était un très beau projet. Je suis très fière d'y avoir participé et c'est vraiment, c'est un très beau documentaire qui a été très très bien accueilli et par le monde savant et par le grand public. Donc il est accessible vraiment à tous. Je vous dis un grand merci pour votre attention.